Je suis d'origine un pétrolier, j'ai fait 35 ans de pétrole, dont 30 chez Total, mais finalement, étant maintenant en retraite, je vais tenter de prendre du recul et de parler de la politique énergétique française. Et au fond, en quelques mots, c'est un manque de modestie caractérisé. Qu'est-ce que je ferais si j'en étais chargé? Vous voyez à quel point c'est peu modeste. Voilà. Alors, quels sont les grands axes d'une politique énergétique? Ça n'a rien d'original. Les contraintes clés, tout le monde les connaît. C'est la raréfaction du pétrole puis du gaz. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre et leurs conséquences climatiques. Ça, ce sont les deux problèmes qu'il va falloir gérer dans les décennies à venir. Il va falloir vivre avec, je dirais, tout ce siècle. En ce qui concerne la raréfaction des hydrocarbures, c'est ce qu'on appelle le problème du pic du pétrole. Et il y aura derrière un pic du gaz, probablement décalé d'une vingtaine d'années. Et là-dessus, il y a beaucoup d'articles dans la presse, où vous avez dû en lire un certain nombre. Et je préfère réserver ce sujet très spécifique pour la discussion générale, mais retenez simplement à titre d'illustration qu'un pic, c'est à la fois une date ou un échéancier de date et un niveau de production et un niveau implicite de prix. Il y a 3 paramètres pour vraiment définir un pic sérieusement. Si on se contente d'une date, on ne couvre qu'un petit bout du sujet. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on aura en un mot des pics de pétrole puis de gaz? C'est tout simplement parce que depuis 1980 pour le pétrole, à l'échelle du monde, on consomme plus qu'on ne trouve, et ça ne peut pas durer éternellement. Et enfin pour le gaz, le même phénomène se produit depuis l'an 2000. Donc c'est beaucoup plus récent pour le gaz, mais il y a 20 ans d'écart, donc c'est plausible. Deuxième contrainte clé, le changement climatique. Il n'y a pas besoin d'y revenir, là vous en avez tous les jours dans votre journal, et on pourra en parler dans la discussion. Alors quels sont maintenant les domaines d'action sur lesquels le politique peut agir? Il y en a 3, fondamentalement, et ils ont déjà été largement évoqués par M. Robéru et par M. Gadonex. Les économies d'énergie, les énergies renouvelables, le nucléaire. Et puis on essaiera de conclure sur quelles leçons faut-il tirer des domaines d'action clés. Et un peu paradoxalement pour un pétrolier, je dirais qu'on a besoin d'une forte réintervention de l'État. Voilà. Alors on va passer d'abord au domaine des économies d'énergie, ce qu'on appelle vulgairement les négawatts. Alors tout le monde est d'accord que c'est la priorité des priorités, tant qu'on se limite au principe. Dès qu'il s'agit de rentrer un petit peu dans le détail de la mise en œuvre, là évidemment les opinions divergent et divergent rapidement. Par exemple, on a vu tout à l'heure qu'il faudrait bien rouler moins avec des voitures plus petites, mais il y a aussi des aspects sociaux, donc il faudrait peut-être baisser la TIPP. Mais on peut prétendre l'inverse, qu'il faudrait l'augmenter si on veut vraiment que les gens roulent moins, ou roulent dans des voitures plus petites. Donc on voit déjà s'ouvrir avec les négawatts le champ des divergences politiques en fonction de la philosophie de chacun. Alors à mon avis, sur les économies d'énergie, la priorité numéro 1, il suffit de regarder le bilan des consommations énergétiques finales françaises, c'est le logement et le tertiaire. C'est pas original, la plupart des gens passent ça. On a besoin dans ce domaine de réglementations plus contraignantes. On a un fort retard, par exemple, par rapport aux Allemands sur l'isolation des logements. Il y a une grande difficulté de mise en œuvre, c'est l'immobilier ancien. C'est un parc qui tourne très lentement, le logement. Ça tourne sur une base pratiquement centenaire. Mais là aussi, le retard est très fort par rapport à nos voisins de l'Est et du Nord. Et enfin, il y a le neuf. Et là, je crois qu'il faudrait, tant pour le logement que pour les immeubles de bureaux, décider qu'on passerait au tout électrique intégral ou quasi intégral pour toutes les constructions neuves. Alors ça, je crois que ce n'est compréhensible que par la suite du propos, qui est la priorité numéro 3, accélérer l'électrification du bilan énergétique français. Alors, je pense que M. Gadonex, lui, doit être très heureux d'entendre ça. Oui, le gazier que j'étais, moins. Le gazier qu'il était il y a encore peu de temps, moins, surtout quand on a les engagements d'achat de gaz, et qu'évidemment, il peut y avoir collision entre nos objectifs
commerciaux, ou nos engagements commerciaux et cette politique, mais je crois qu'on devrait pouvoir y arriver. Priorité numéro 2, le transport automobile. En 2 seulement, parce que le potentiel de ce qu'il y a à économiser est paradoxalement moins fort que sur le numéro 1. Ça revient toujours à la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une politique d'économie d'énergie dans l'automobile? C'est favoriser les véhicules sobres, par tous les moyens fiscaux et réglementaires dont la puissance publique dispose. Harmoniser les fiscalités sur les carburants, j'entends par là que ce n'est plus à l'État de se mêler de la compétition essence-diesel. Le diesel a eu un succès tel qu'il n'a plus besoin d'une aide à ce niveau-là. Je ne parle pas des professions spécifiques qui peuvent avoir besoin d'une aide en tant que profession spécifique. Je parle du carburant en tant que carburant. Enfin, on peut penser, si ces effets-là ne sont pas suffisants, des réintroductions de vignettes qui peuvent être pondérées de différentes façons. Je pense que l'occupation de la surface au sol, c'est un domaine public, la surface au sol, ça serait pas mal si on veut que les petites voitures se multiplient. On pourrait trouver des systèmes plus efficaces que les systèmes actuels. Enfin, priorité 3, accélérer l'électrification du bilan énergétique française dans ces 3 domaines, y compris l'automobile. On y reviendra. Alors, maintenant, les énergies renouvelables. On est tous d'accord que si on peut en faire, il faut en faire le maximum. C'est une priorité politique, mais, comme ça a été déjà rappelé, le potentiel est limité. On pourra rentrer dans la discussion sur les limitations propres à chacune de ces sources d'énergie, l'éolien, le solaire et les autres. Il faut voir que les énergies discontinues que sont l'éolien et le solaire sont mal adaptées à la production d'électricité. En fait, dès qu'ils dépassent quelques pourcents du bilan énergétique national, il leur faut un backup. Il faut une source qui vienne les remplacer quand ils sont en défaut. Alors, le solaire, il a la mauvaise habitude d'être en défaut la nuit déjà. Et dès le soir en hiver, c'est là où on a vraiment besoin le plus d'électricité, les soirées d'hiver. Quant à l'éolien, il a aussi le mauvais goût de s'arrêter de fonctionner, soit dans les périodes de très grande chaleur, la canicule d'il y a 2 ans, soit de très grand froid quand l'anticyclone sibérien vient sur l'ouest de l'Europe. Et évidemment, si les unités de secours de backup sont de nucléaire, c'est une politique de gribouille absolue, puisque le nucléaire a des coûts fixes élevés et des coûts variables faibles, et devenir en backup avec du nucléaire, ça n'a évidemment aucun sens économique. Je crois que du fait de ces caractéristiques très simples, il faut concentrer l'effort en France sur les bioénergies et surtout les biocarburants. Il ne faut pas oublier que la valeur énergétique des carburants, c'est entre 2 et 3 fois la valeur énergétique de la calorie à usage industriel ou à usage tertiaire. Et là, on comprend mieux l'intérêt d'une politique de biocarburants. Les calories n'ont pas tous la même valeur. Une calorie de mobilité, ça vaut beaucoup plus cher qu'une calorie stationnaire. Donc, cette politique, je crois, est assez bien comprise maintenant au plan national. Par contre, le fait qu'il faut y favoriser beaucoup plus les biodiesels et beaucoup moins les bioessences n'a pas l'air d'être très bien compris. Bon, les raisons sont de 2 natures. 1, on a en France une production excédentaire d'essence et déficitaire de diesel. Donc on exporte des essences en subventionnant l'exportation, quelque part. Et même si ce n'est pas une subvention directe. Et d'autre part, on importe du diesel. Deuxièmement, on produit beaucoup plus en France aujourd'hui de bioessence que de biodiesel. Et dans le nouveau programme, j'ai l'impression qu'on continue sur cette trajectoire erronée. Deuxième raison pour laquelle cette trajectoire est erronée, c'est les rendements nets en énergie de mobilité, en carburant à l'hectare. Quand on fait les bilans éthanol, ils sont très médiocres. Alors je sais qu'il y a des discussions à n'en plus finir là-dessus, et ils sont nettement meilleurs sur le biodiesel, c'est-à-dire sur les huiles de tournesol ou de colza, plus ou moins estérifiées, plus ou moins traitées. Voilà. Dernière chose sur ces politiques qui intéressent beaucoup le public, je crois qu'il faut arrêter de faire rêver les gens par des contre-vérités flagrantes. J'en ai cité 2 ou 3.
l'hydrogène, source d'énergie bon marché et non polluante, c'est une plaisanterie de mauvais goût, on pourra y revenir dans la discussion. Ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie. Il faut le fabriquer à partir d'une autre énergie, et c'est là que se situe la pollution. Ce n'est pas l'usage de l'hydrogène, c'est la fabrication de l'hydrogène. Deuxièmement, l'idée qu'on pourra tous rouler au bioéthanol, même si on prenait toutes les surfaces agricoles françaises, qu'on les convertissait en culture pour faire de l'éthanol, il n'y en aurait pas assez. Il faut quand même peut-être penser aussi à manger. Ou de penser que ITER et ses enfants régleront nos problèmes énergétiques. Non, c'est une étape nécessaire pour préparer le siècle prochain. C'est pas probablement, enfin, il est très improbable qu'au cours de ce siècle, on puisse utiliser la fusion comme source d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ITER, il faut faire ITER, mais ce n'est pas un problème d'énergie, c'est un problème de recherche. Alors maintenant, le nucléaire. Bien, je crois que c'est la seule avenue qui nous est ouverte largement pour préparer le futur. Que ça nous fasse plaisir ou pas. Pour ça, je crois que si on veut un plan de développement qui soit une vraie politique énergétique, eh bien, il faut accélérer l'électrification de nos consommations énergétiques. Dans le domestique et le tertiaire, j'en ai déjà parlé, dans le neuf comme dans l'ancien. Dans les transports, vous trouverez un article que j'avais publié il y a 2 ans qui explique en une 20aine de pages la nécessité de passer le plus vite possible à des véhicules qui soient des hybrides, mais des hybrides rechargeables sur le réseau. Aujourd'hui, on est dans une période de transition avec des hybrides comme grâce à Toyota, qui a sorti le premier, la Prius, en 1997, mais qui roulent tout pétrole. L'électricité est générée à bord et sert dans le véhicule, sert à optimiser le système, à consommer 20% de moins, mais par contre ne consomme pas d'électricité. Or, on conçoit très bien qu'avec 50 à 100 kg de batterie selon les modèles de voitures, on pourrait assurer 40-50 km d'autonomie, et ça, 40-50 km d'autonomie électrique rechargeable, ça change complètement le bilan des consommations. Parce que beaucoup de trajets sont des trajets urbains, des trajets de banlieue, et on n'a pas l'inconvénient du tout électrique, qui est d'avoir de la voiture électrique, qui a trop peu d'autonomie pour être aujourd'hui réellement commercialisable. On a essayé maintes fois et ça a été des échecs à chaque fois. L'hybride rechargeable, je crois, dès la fin de cette décennie, devrait être la solution. Et là, pour le nucléaire, c'est évidemment une solution magnifique, puisqu'on chargerait la nuit, on lisserait la courbe de charge, et on pourrait avoir un parc nucléaire nettement plus important sans le faire travailler en demi-base. Enfin, je crois que non seulement il est besoin d'avoir une politique de consommation intérieure d'électricité accrue, si on veut à la fois lutter contre la dépendance extérieure et contre le changement climatique, mais il faut également continuer à développer une politique long terme d'exportation, alors que telle que je lis à travers les documents publiés la politique actuelle, elle vise à la réduction du potentiel, je dis tel que je lis les documents disponibles, on pourra en discuter, de nos exportations. Alors, on y reviendra, je vais essayer de montrer ça sous forme de graphique, et je crois que pour satisfaire les 2 objectifs, national et à l'export, il faudrait dès maintenant lancer un EPR par an, puis 2, puis 3. Je vais essayer de le montrer et pourquoi. À ça, on peut ajouter qu'il me paraîtrait bon d'accélérer la R&D génération 4 et la R&D fin de cycle. Enfin, il y a 2 mesures symboliques qui, à mon avis, mériteraient d'être évaluées. Ça peut paraître un peu étrange de reparler de Superphénix, mais je pense qu'un moratoire de quelques années sur sa destruction, on doit pouvoir récupérer la moitié de la valeur, probablement encore maintenant, de cette installation, plutôt que de réinventer un clone de Superphénix sous l'étiquette Génération 4. Et puis, la dernière mesure symbolique, revenir peut-être sur le choix de la propulsion du 2e porte-avions, qui soit nucléaire comme le Charles de Gaulle. Ça peut paraître anecdotique, ça marque les esprits. Et je pense que l'explication de l'homogénéité avec la future flotte anglaise ne me paraît pas déterminante par rapport à cet argument. Voilà, alors, allez-y. Alors maintenant, regardons un peu le parc nucléaire français. Alors vous avez un scénario qui est le scénario des Verts et du genre sortons du nucléaire. Vous le voyez là, on est aujourd'hui ce sont les additions annuelles. Alors il faudrait, je ne sais pas si on ne peut pas bouger l'image.
L'horizontale, c'est la puissance actuelle nucléaire réelle, c'est 65 mégawatts. Hein. Et ça, cette courbe-là, elle est de source, sauf la partie droite que j'ai calculée, la partie jusqu'à 2005 vient les DGEMP, mais EDF à la même. Hein. Donc il n'y a pas de doute sur cette courbe. Bon, on se rend compte, allez-y, que ça crée un tel trou, on va le voir tout à l'heure, que c'est une politique qui paraît totalement irréaliste. Voilà maintenant ce qui semble être la politique officielle, telle qu'on peut la sortir des documents de la DGEMP et d'EDF. Vous voyez apparaître le démonstrateur EPR de Flamanville, ou la tranche 3 de Flamanville de 1600 MW en 2012, puis vous voyez après un programme, il y a 4 années ou 5 années d'interruption, et puis on reprend. Alors, le problème de cette politique, c'est qu'elle crée un trou majeur de capacité nucléaire. On tombe de 65 à 50 MW en 2030. Si on suppose, ce sont les documents DGMP-EDF, que les tranches ont 40 ans de durée de vie. Si on suppose qu'on va aller au-delà de 40 ans, on peut rêver, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus officiel. C'est M. Maillard lui-même. Donc, bon. Hein ? La partie rouge à droite, ça sûrement pas. Si. Sous forme de tranche, il suffit de faire la courbe après. Écoutez, ça peut être partie du débat en tout cas. Voilà. Ça peut être partie du débat. Ça met de l'eau à la bouche. Hein. Et maintenant, voilà ce que moi, personnellement, me paraît très raisonnable aujourd'hui, que j'ai annoncé. Allez-y. C'est cette courbe-là. Donc la commande d'un EPR dès maintenant sur les 5 ans qui viennent, 1 par an, puis 2, puis 3. Et là, on passe de 65 MW aujourd'hui à 80 MW nucléaire en 2030, ce qui me paraît une croissance tout ce qu'il y a de raisonnable, et ça permet de faire face à la politique de l'électrification accélérée des consommations énergétiques françaises et de maintenir une politique d'exportation croissante et non pas décroissante. Voilà, donc bien évidemment, je ne suis pas à l'intérieur du système électrique français, je ne peux le voir qu'en tant qu'observateur extérieur, et ce sont donc des documents purement pour échange intellectuel, ça n'a pas la prétention de donner des leçons à EDF qui connaît son métier parfaitement. Voilà, alors on peut regarder les conséquences de ces 3 scénarios sur le parc français. Alors la courbe du haut, c'est une courbe EDF, hein, quand même, et par contre, la puissance installée nucléaire en bleu clair, c'est celle des gens sortant du nucléaire. Et enfin, hydraulique et éolien, tels qu'ils sont prévus d'évoluer, source EDF. Deuxièmement, le programme tel que envisagé actuellement, que je vous ai montré tout à l'heure, la courbe rouge, qui est le programme officiel EDF-DGEMP. Vous voyez une très forte croissance du thermique à partir de 2015, qui me paraît, dans l'état prévisible des approvisionnements de pétrole et de gaz, pas satisfaisante. On pourra y revenir. Et puis enfin, dernière, voilà le programme que j'ai mis sur la table pour réflexion. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de thermique. À mon avis, c'est déjà beaucoup. Je serais tenté d'aller encore plus loin avec le nucléaire, mais je ne l'ai pas fait parce que déjà, d'annoncer un EPR par an dès maintenant, ça paraît politiquement tout à fait en dehors de l'épure. Mais vous voyez que c'est totalement dans l'épure pour ce qui concerne d'avoir un parc équilibré avec tout ce qu'il faut pour faire la demi-base sur ce schéma. Quelle est la conclusion de tout ça ? Eh bien, c'est que, paradoxalement, je crois qu'on a besoin d'une forte réintervention de l'État si on veut avoir une politique pétrolière. Si on veut avoir un système optimisé à court terme, on n'en a pas besoin. Le marché s'en occupe. Par contre, je crois qu'avec les 2 phénomènes majeurs que sont le changement climatique, la raréfaction des ressources fossiles, eh bien, le marché ne peut pas tout régler. Les États se doivent d'intervenir à nouveau fortement. Alors, il y a plusieurs types d'interventions. Les interventions de type classique, fiscalité, les incitations, les réglementations, les accords internationaux, les permis d'émission, Kyoto, tout ce qu'on veut.
Et puis enfin, il y a les interventions de politique extérieure, de politique industrielle proprement dit. On a le sentiment, quand on vit en France, qu'aujourd'hui, ce concept a été abandonné. Alors je crois que l'énergie est un des secteurs, il n'y en a pas beaucoup, où il se justifie. On a besoin de former plus d'ingénieurs spécialisés dans l'énergie. On a besoin d'accroître les moyens de R&D publics liés à l'énergie. En clair, l'Institut français du pétrole, LCEA, a besoin d'être plus soutenus qu'ils ne le sont en ce moment. Et on a besoin, enfin, de conserver un contrôle public d'EDF et d'Areva, qui sont les outils clés du type de relance très volontariste du nucléaire que je viens d'évoquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les privatiser à la marge pour qu'ils fonctionnent de façon plus efficace. Au contraire, ça je crois que c'est une bonne idée. Mais je crois que tout est une question de degré. Comment bénéficier d'un surcroît d'efficacité tout en les conservant comme outils publics de cette politique que je viens d'évoquer. Voilà, merci.